et qu'on veut optimiser fiscalement, il faut que ce soit la cerise sur le gâteau, mais pas le gâteau. Au cours de la vie de la SCI, tout ce que tu n'auras pas compris dans les statuts va ou peut te coûter cher. Il faut bien se dire que les gens qui font les lois, ils sont pas stupides, et que s'ils vous donnent un taux à 15%, ils vont bien récupérer le pognon autre part. Bienvenue sur Discutons Immo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutants comme confirmés. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, Discutons Immo, le lien est disponible dans la description. Assez régulièrement, la société civile immobilière, la fameuse SCI, est mise en avant comme une solution ultime pour investir en immobilier. Dans cet épisode, nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur ce type de société. Avec notre invité du jour, Julien Bédouet, nous allons tenter d'éclaircir les situations dans lesquelles la création d'une SCI est véritablement pertinente et fait sens. Nous balayerons brièvement les différents types de fiscalité possibles lorsqu'on investit à travers une SCI, et enfin nous verrons dans la dernière partie de cet épisode s'il est possible de créer sa SCI soi-même ou s'il vaut mieux se faire accompagner et par qui. Pour ceux qui voudront en savoir plus à l'issue de cet épisode, je vous invite à participer à la conférence en ligne qu'organisera Julien la semaine prochaine, le mardi 29 novembre à 20h30. Je vous mets bien sûr le lien dans la description pour vous inscrire. Cette conférence est totalement gratuite. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour cet épisode. Eh bien aujourd'hui, bonjour, on a la chance d'être avec Julien Bédouet, qui va nous parler de la SCI. Quand on travaille ou on s'intéresse à l'immobilier, on entend beaucoup parler de SCI. Parfois même peut-être à tort, on pense que c'est peut-être la solution à tous les problèmes en immobilier. Mais justement, grâce à Julien, aujourd'hui, on va tenter d'en savoir un petit peu plus sur la SCI, dans quel cas vraiment c'est utile, comment ça fonctionne, comment on l'a créé, etc. Donc bonjour Julien. Salut Alexandre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité pour le podcast. Je t'en prie, c'est un plaisir. On se connaît déjà depuis quelques temps maintenant. Tu m'as aidé d'ailleurs pour monter ma propre SCI. Donc j'ai pensé que tu étais un invité parfait pour parler de ce sujet aujourd'hui. Peut-être que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, malgré ta présence déjà sur Internet, tu pourrais dire quelques mots sur qui tu es, ce que tu fais. Donc j'ai 38 ans, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, donc j'en avais 27 ou 28, on était en 2012. Et j'ai acheté un premier lot de 4 garages à Saint-Étienne à cette époque-là. Et depuis, donc maintenant aujourd'hui, je suis propriétaire de 270 garages que j'ai acquis au fil de l'eau en 10 ans. Et tout ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Et pour lever autant de financement pour financer tout ça, et puis aussi pour faire plaisir à ma banque, je me suis associé, donc j'ai dû créer des structures. Donc aujourd'hui, je suis associé ou actionnaire dans 6 sociétés différentes, principalement des sociétés de type immobilière. Je suis associé j'ai une holding qui en fait relie mon activité commerciale, parce qu'aujourd'hui je fais de la formation en immobilier sur internet, et donc les bénéfices de ma holding traversent de ma société commerciale montent vers ma holding pour être versés et investis dans l'immobilier. Il y a un moment aussi où je suis retourné à l'école au cours de ces 10 années pour devenir conseiller en gestion de patrimoine. Donc ça, c'était en 2018. Et l'idée, en fait, c'était de me perfectionner sur tout le côté finance, donc plutôt les investissements boursiers, financiers, l'économie, parce que je ne maîtrisais pas trop, j'étais plus sur l'immobilier. Et c'est vrai qu'en immobilier, dans les études de conseiller en gestion de patrimoine, j'ai pas appris grand-chose, surtout pas sur la SCI. D'ailleurs, c'était plutôt moi qui étais le référent là-dessus. Mais ce que je voulais aussi, c'est d'avoir la capacité juridique appropriée pour pouvoir rédiger des statuts de SCI pour mes clients. Malheureusement, donc je l'ai, cette capacité-là, mais il faudrait que je fasse, que j'ai un vrai bureau de conseil en gestion de patrimoine pour pouvoir rédiger les statuts, parce que ça ne peut se faire qu'en activité accessoire, on va dire, du conseil en gestion de patrimoine. Mais c'est une activité qu'aujourd'hui je ne souhaite pas développer, donc je peux pas rédiger les statuts pour mes clients légalement, mais c'est quelque chose, aujourd'hui j'ai la compétence et les diplômes pour le faire. D'accord. Très bien. Donc c'est ce que je disais, tu vas pouvoir être notre expert du jour sur le sujet de la SCI.
Et justement, donc, bon, quand on investit en immobilier, très souvent, on commence par investir en nom propre, donc, c'est-à-dire sans société intermédiaire pour faire cette acquisition. Euh, Quand est-ce qu'on a vraiment besoin finalement de créer une SCI pour acheter un bien immobilier? Alors, comme tu l'as dit, le premier réflexe, c'est toujours de commencer en nom propre. Hein, peu importe l'âge, la situation, un premier investissement immobilier, comme on s'engage sur une longue durée, on ne sait pas si ça va bien se passer, on ne sait pas si ça va nous plaire. Donc déjà, avant de complexifier les choses et d'utiliser l'outil de la SCI, on fait simple. D'accord. C'est toujours mon premier conseil. Moi, mes deux premiers achats, je les ai faits en nom propre. Et la question de la SCI, bah, elle est venue au cours du deuxième achat, mais comme j'avais pas eu le temps en fait de comprendre les enjeux, etc., et puis j'avais pas compris l'intérêt pour moi de le faire à l'époque, bah du coup j'avais laissé filer et puis j'avais continué en nom propre. Et puis après, au troisième investissement, là j'avais un petit peu plus de bouteilles, j'avais eu le temps de travailler mon sujet et la SCI en fait c'est avéré intéressante pour moi. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut utiliser la SCI. Il faut bien se dire déjà que c'est un couteau suisse où on peut faire plein de choses avec, parce que c'est basé sur le code civil, donc c'est quelque chose qui est relativement ancien, relativement stable, mais surtout il y a beaucoup de trous dans la raquette, quoi. Donc on peut customiser vraiment les statuts de la SCI. Donc les statuts, c'est le contrat sur lequel les associés se mettent d'accord sur le fonctionnement de la SCI, à quoi ça sert, qui décide quoi, comment ça se passe s'il y en a un qui décède, etc. Et ces statuts-là, c'est vraiment important qu'ils soient personnalisés en fonction des objectifs. Alors les objectifs qu'on peut poursuivre, ça peut être par exemple de s'associer. Moi, je me suis associé avec Bruno, qui est un de mes clients. Un jour, il m'a appelé parce qu'il y avait un lot de 210 garages à vendre à côté de Rennes, donc un truc énorme qui n'avait pas été occupé depuis 10 ans parce que c'était le conseil général qui l'avait préempté pour faire une 4 voies. Le projet est tombé à l'eau, donc du coup, ils le remettent à vente aux enchères. Et bah, c'était un investissement où au final, on a mis plus de 800 000 euros dedans. Moi, j'aurais pas pu le faire tout seul, lui, il aurait pas pu le faire tout seul, mais tous les deux, bah, en fait, au niveau bancaire, bah, ça s'est passé. On a eu un accord de financement à hauteur de 700 000 euros en 7 jours. D'accord. C'est-à-dire qu'on a pu aller aux enchères en 7 jours avec un budget total de 700 000 parce qu'on était tous les deux. Et donc ça, c'est une des premières raisons, la SCI, c'est qu'il faut déjà deux associés minimum. Donc quand on va le faire, on va faire le projet avec quelqu'un avec qui bah, ça va être naturel, on va dire, de faire de l'immobilier. Donc moi, là, c'était un de mes clients, on se connaissait bien, un petit peu comme toi et moi, Alexandre. Et donc du coup, bah, on avait confiance et puis on a pu se lancer dans ce projet-là. Donc la SCI, comme ce sont des sociétés voilà, qui sont souvent familiales ou avec entre investisseurs, on fait ça avec des gens qu'on connaît parce que bah, effectivement, déjà, enfin, faut que ça se passe bien pendant toute la durée de l'association. Alors si on fait ça avec des gens qu'on connaît pas, c'est compliqué. Donc souvent, on peut dire que souvent ce sont des sociétés familiales où on va s'associer bah, soit effectivement entre partenaires de Pax ou entre concubins, des fois dans le cadre du mariage aussi, parce qu'on peut avoir des problématiques où par exemple si on est concubin, bah, chacun a son patrimoine séparément, et la SCI ça permet de créer une poche de patrimoine en commun, mais tout en sachant que bah, voilà, le patrimoine est quand même bien limité parce que bah, s'il y en a un qui a 50 parts et l'autre 50 parts, on sait que c'est moitié-moitié du patrimoine qui est dans la SCI qui est à chacun. Donc ça, c'est une des raisons. On peut aussi bah, protéger, on va dire, un conjoint en disant, bah voilà. Et je t'interromps, excuse-moi, Julien, sur l'association. Oui. Après tout, on pourrait se dire, ou certains auditeurs pourraient se dire, pourquoi finalement ne pas acheter donc à plusieurs, s'associer, mais rester en indivision? Pourquoi finalement plutôt partir sur une association à travers une SCI? Alors l'indivision, le cas classique, c'est les monsieur et madame qui achètent la maison, et puis bah, le jour où ils se fâchent et qu'ils veulent se séparer, en indivision, nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision. Et donc forcément, ça crée un régime instable. Quand, on va dire, monsieur ou madame s'en va, si l'autre veut garder la maison, il est obligé de retourner voir la banque, de monter un dossier de financement pour racheter les parts de celui qui s'en va. Et il n'a pas le choix, il peut rien faire. Alors que dans la SCI, par exemple, dans les statuts, on peut mettre une clause de sortie où on peut dire, bah voilà, par exemple, nous, ce qu'on a fait avec Bruno, alors je sais plus quelle date on a mis, mais on a dit pendant les 5 ans, les 5 premières années, on bouge pas, impossible de sortir. Comme ça force effectivement les gens à rester dans le bateau. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis comparé à l'indivision, donc l'indivision,
c'est quand même assez réglementé. D'accord, c'est beaucoup plus serré, on va dire, la réglementation. On peut faire beaucoup moins de choses en indivision, on peut rédiger des conventions d'indivision, mais on est toujours contraint de respecter la loi. Et donc, ça a beaucoup moins de souplesse, on va dire, que la SCI. À côté de ça, bah, effectivement, l'indivision, elle se crée d'office, il n'y a pas de société à créer, il n'y a pas d'assemblée générale à faire, il n'y a pas de juridique pour faire vivre l'indivision. Donc, c'est sûr que c'est une structure qui est beaucoup plus light, beaucoup plus légère en termes d'administratif. Par contre, elle présente énormément peu d'avantages, on va dire, par rapport à la SCI. Un outil beaucoup moins souple, beaucoup moins puissant. D'accord. Donc oui, sinon tu parlais des autres raisons pour lesquelles il peut être pertinent de créer une SCI. Ouais, bah alors, donc toujours dans une SCI, hein, on n'est jamais tout seul, donc il faut bien choisir avec qui on s'associe, et des motivations de s'associer, ça permet de faire des montages juridiques qui peuvent être intéressants, notamment, voilà, on peut penser à tout ce qui est domaine de la famille, puisque comme la SCI, c'est un cercle très très fermé et avec des gens qu'on connaît bien, bah, ça peut être par exemple l'objectif de protéger le conjoint survivant, c'est-à-dire de mettre des biens dedans, où on sait que bah, effectivement la personne qui décède le premier, bah, forcément ces parts de SCI vont être transmises bah, soit au conjoint, soit aux enfants. Après ça c'est du droit de la famille, ça, les cas ça dépend. Mais il y a des situations où on se retrouve où effectivement il y a des biens qui sont transmis aux enfants et aux parents survivants. Et puis bah si les enfants veulent vendre et qu'ils sont pas d'accord, etc. Pour la gestion ça pose des problèmes. Sachant qu'en SCI, alors les problèmes peuvent toujours arriver, mais par contre, il y aura un cadre juridique, les statuts, où bah, tout ce qui va arriver en fait est prévu et on peut personnaliser en fonction de la volonté du futur défunt ou des personnes qui sont associées. On dit bah voilà, on veut absolument que tel bien il soit dans la SCI et que bah ce soit si monsieur décède en premier et que c'est madame qui garde le bien, bah elle soit pas embêtée avec les enfants, qu'elle ait la main mise dessus, qu'elle puisse prendre les décisions, qu'elle puisse vendre, acheter des nouveaux biens, obtenir des financements sans avoir l'avis des enfants. Ce qui serait rigoureusement impossible si on était dans le cas d'une indivision ou d'un démembrement, par exemple, suite à une succession. Donc ça garde une espèce de stabilité en fait dans le temps pour les transmissions. Ça permet aussi de transmettre plus tôt, bah, du fait que bah, effectivement on n'aime pas trop transmettre à des mineurs parce que bah, les mineurs, si on a une décision par exemple comme importante comme vendre le bien et qu'il y a des mineurs qui sont dans la partie, bah, c'est toujours compliqué. Même voilà, éventuellement même en SI ce sera compliqué, mais en tout cas voilà, on peut faire des transmissions. Les banques vont être un petit peu plus cool avec des mineurs dans les SCI que si c'était hors SCI, même si voilà, ça complique les choses hein, dans tous les cas hein, d'avoir des mineurs. Mais voilà, on peut dire que du fait qu'il y ait un contrat, on soit mis d'accord sur des règles de fonctionnement au sein de la SCI, eh bien on est plus à l'aise, en tout cas moi je serais plus à l'aise pour transmettre à mes enfants les biens que j'ai acquis en SCI, et c'est sûrement par là que je vais commencer à leur transmettre, et je transmettrai plus tardivement, je pense, les biens que j'ai acquis d'abord en nom propre. Donc voilà, transmission, succession, protection du conjoint, ouais, ça fait déjà trois bons avantages où on peut effectivement travailler. Donc ça, c'est plus du domaine du droit de la famille, parce que bah, la SCI, c'est quand même un domaine qui est complexe, ça touche à plein de règles juridiques qui sont pas du tout les mêmes, hein, parce qu'il faut aussi bien faire de la fisca que du droit de la famille, que bah, voilà, rédiger des statuts, donc c'est du code civil, enfin tout ça c'est du droit de société du coup. Donc c'est un peu compliqué de bien maîtriser tous ces sujets d'ensemble. D'accord, très bien. Non, non, là je pense que tu as brossé un portrait assez large en effet de pourquoi on peut être amené à créer une SCI. Alors c'est un point que tu as peut-être moins abordé là, c'est beaucoup ont l'impression qu'en créant une SCI, ça va être le pactole et qu'en effet d'un point de vue fiscal, il y aura beaucoup moins de frottement et que ça va leur permettre de générer beaucoup de cash. Est-ce que c'est le cas dans certaines situations? Est-ce que c'est une légende urbaine? Quelle est la réalité à ce sujet? Alors c'est une vraie légende urbaine, puisque c'est mais comme tout un chacun, tu vois, moi j'ai abordé ce sujet-là par l'aspect financier. Effectivement, tu te dis, bah, je vais créer une SCI, ça va me coûter du pognon, donc combien ça va me rapporter? Volontairement, on l'aborde pas en premier parce que ça ne doit pas être la motivation principale pour créer une SCI à mon sens. Et au sens de la loi aussi, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'abus de droit, qui dit que, bah, effectivement, bon, alors, rien n'oblige le contribuable à payer plus d'impôts,
il peut choisir la voie où il va en payer le moins. Par contre, il n'a pas le droit en fait d'utiliser en fait des moyens détournés en restant dans le cadre de la loi pour optimiser sa fiscalité, quoi. Donc, si on rentre dans ce jeu-là et qu'on veut optimiser fiscalement, il faut que ce soit la cerise sur le gâteau, mais pas le gâteau. D'accord? Donc ça, c'est déjà un petit avertissement. Alors, effectivement, en SCI, on a deux régimes fiscaux. Le régime, voilà, du nom propre, impôt sur le revenu classique, c'est-à-dire en location nue. On ne peut pas faire de bénéfices industriels et commerciaux, donc pas de meublé en SCI. Et le deuxième régime, c'est l'impôt sur les sociétés. D'accord? Donc ça, c'est une option, d'accord, qui est choisie dans les statuts, à la création ou après. Et en fait, l'impôt sur les sociétés, donc ça se rapproche en fait de n'importe quelle société commerciale qui voilà, donc on prend le régime fiscal avec voilà, il faut produire un bilan, un compte de résultat, faire une déclaration l'IAS, je sais plus, c'est la 2072 à l'IS. Enfin bon, il y a tout un formalisme pour avoir une comptabilité de société. Et le principal avantage de ça, c'est le taux de taxation qui est assez intéressant puisqu'il est que de 15% dans les premières tranches d'imposition au niveau du bénéfice. Donc quand on compare avec quelqu'un qui serait non imposable et qui aurait des revenus immobiliers, il serait déjà taxé à 17,2% sur la CSG. Donc si voilà, normalement quand on investit dans l'immobilier, on a quand même plus de revenus, donc minimum on est à tranche à 11 voire à 30% ou 41, auquel s'ajoutent les 17,2, on voit tout de suite qu'il y a un intérêt, on va dire, à être taxé à seulement 15%. Ceci dit, c'est pas une fois qu'on a fait cette introduction-là, il faut bien se dire que les gens qui font les lois, ils sont pas stupides et que s'ils vous donnent un taux à 15%, ils vont bien récupérer le pognon autre part. Et donc le mécanisme par lequel ils vont le récupérer, ça va être le mécanisme de la plus-value professionnelle. Donc, grosso modo, on se fait assassiner à la revente. D'accord? Donc, si on devait faire un petit comparatif rapide pour expliquer l'IS et l'IR, IS, on va payer très peu d'impôts pendant la détention du bien. Par contre, dès qu'on va revendre, on va être taxé énormément, puisqu'on va être taxé à hauteur de 33% sur les bénéfices entre le voilà, amortissement déduit. Enfin bon, je rentre pas dans les détails, mais ça va vraiment coûter beaucoup d'argent. Bon, moi, l'avantage c'est que l'argent je l'ai puisque c'est le vendeur qui me l'a donné. Et si on refait le comparatif avec l'impôt sur le revenu, c'est que on va payer beaucoup d'impôts quand on détient le bien, mais par contre, on va avoir une exonération totale au bout de 30 ans, mais une exonération aussi très, très dégressive, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'à la revente, tout l'argent que le vendeur va nous donner va être pour nous. Donc, d'un côté, bah voilà, on fait beaucoup d'efforts pendant qu'on détient le bien. Ce qui est difficile parce que pour avoir du cash flow positif, quand on a des gros revenus, il faut trouver des gros rendements aussi dans l'immobilier et c'est pas franchement toujours facile. Donc ça va demander souvent des efforts d'épargne pour faire tenir la route, équilibrer financièrement les projets immobiliers. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent aussi de se tourner vers l'impôt sur les sociétés, qui permet d'avoir un cash flow plus important et d'équilibrer les opérations aussi plus facilement, quoi. Après, il y a des projets immobiliers qui sont plus typés IR ou plus typés IS. C'est-à-dire que, allez, on va dire pour 70 à 80% des projets immobiliers que j'ai pu analyser d'un point de vue financier avec un outil que j'ai créé qui s'appelle Renta SCI. Parce que avant de me lancer dans une SCI à l'IS, là, pour mon troisième investissement, je voulais vraiment être sûr que effectivement j'ai un gain fiscal avec la SCI, quoi. Parce que effectivement, tenir une compta de SCI, ça va coûter entre 6 à 700 euros TTC par an, une SCI à l'IS. Donc forcément, il faut déjà se dire est-ce que je vais vraiment avoir un gain fiscal avec ça. Donc j'ai développé Renta SCI pour répondre à cette question-là, et puis bon, je l'ai amélioré au fur et à mesure des années. Donc quand je regarde dans ce logiciel-là, les projets que moi j'analyse et puis les projets que mes clients m'envoient, allez, à 70%, l'imposition totale sur 30 ans ou 40 ans, ça va être à peu près la même chose. D'accord? À quelques pourcents près, on va payer autant si on est à l'IS que si on est à l'IR, à revente comprise. D'accord? Donc ça va, au final, au global, la seule chose qui change, c'est le moment où tu payes l'impôt. Soit tu le payes pendant que tu détiens, ou soit tu le payes à la sortie. Mais c'est vraiment la différence. Mais voilà, dans les 20 à 30% de projets qui restent, il y a des projets qu'il faut surtout faire à l'IS et d'autres surtout à l'IR. Parce que on se rend compte, en fait, il y a des typologies où, en fonction de, comme les règles fiscales d'imposition et de calcul des bénéfices et de taxation sont pas les mêmes,
et bah, là, il faut pas se tromper parce qu'effectivement, il y a des gains substantiels à obtenir en choisissant la bonne fiscalité. Mais ça, encore une fois, faut-il être en mesure de le calculer et sur une longue durée, en prenant en compte bah, tous les paramètres, l'évolution de la famille, notamment parce que bah, quand il y a des enfants qui partent, les taxations sont plus les mêmes, les évolutions de salaire, enfin bon, c'est prise de tête, donc il faut bien un logiciel pour calculer tout ça. D'accord, en effet, oui. Petite question, est-ce que dans le contexte actuel où on entend beaucoup dire que les banques rejettent de plus en plus de dossiers de financement, etc., est-ce que le fait de passer éventuellement par une SCI peut faciliter le financement ou est-ce que ça change absolument rien pour la personne qui souhaite acquérir un bien? Alors, dans tous les cas, la SCI, les associés sont responsables des dettes indéfiniment sur leur patrimoine personnel. D'accord? Donc ça veut dire que la banque, elle va toujours regarder la situation personnelle des associés. Donc forcément, si déjà ça sent pas bon pour emprunter en direct, la SCI, ça va pas changer énormément de choses. Par contre, bah, effectivement, quand tu dis SCI, t'es pas tout seul. Donc si tu t'associes avec une personne qui est extérieure à tes investissements précédents, forcément ça amène une fraîcheur à ton dossier. Pour la banque, bah, c'est un risque qui est divisé parce que si tu veux emprunter 100 000 et que bah tu peux pas tout seul, mais qu'à deux, bah, tu peux emprunter 50. Là, pour la banque, bah, c'est un risque qui est divisé. Parce que bah, effectivement, d'un côté, elle peut capter un nouveau client qui était peut-être dans une autre banque, que tu ramènes via la SCI. Enfin, tu vois, il y a quand même des avantages pour la banque à ce niveau-là. D'un point de vue HCSF, donc je sais pas si c'est ça auquel tu faisais référence sur le fond de ta question, mais c'est le décret du Haut Conseil à la stabilité financière qui est paru il y a 2 ans et qui a été gravé dans le marbre il y a un peu un an maintenant. Oui, ça change des choses, d'accord, mais là on est vraiment dans de la cuisine interne des banques. Il y a des réseaux, ça va changer des choses. Il y a des réseaux, ils vont pas prendre en compte le fait qu'on soit en SCI. C'est un peu de la popote, quoi. Donc l'intérêt, c'est encore une fois d'avoir une bonne relation avec ton banquier, de pouvoir aller creuser ces sujets-là et de voir en fait ce qu'ils en pensent. D'un point de vue purement personnel, euh, le dernier prêt que j'ai fait là avec ma banque, on a encore rediscuté de ça. Et en fait, elle galère à mettre à jour mon patrimoine. Parce que, bah, effectivement, comme je disais, je suis associé dans 6 sociétés, j'ai une holding, enfin bon, c'est un peu complexe, quoi. Mais elle me disait, mais si vous aviez pas fait ça, jamais se serait vu aujourd'hui. Et puis vous auriez pas 260 garages, vous en auriez la moitié. Donc oui, enfin tu vois, les sociétés, ça va débloquer certains financements, ça va débloquer des trucs auprès des banques, ça leur permet en fait une flexibilité, eux, pour remplir les cases dans leur dossier, que si tu es en direct, tu es en direct et ils n'ont pas d'option. Alors que effectivement, quand tu as des sociétés, bah, c'est pratique, quoi. Ils peuvent jouer sur de petits paramètres. Puis au final, l'addition de tous ces paramètres vont faire que bah, effectivement le dossier il va passer. Alors il passera pas toujours, hein, c'est pas un outil miracle, hein, je suis pas en train de dire ça, mais ça apporte de la flexibilité encore une fois dans les dossiers. D'accord. Non, en effet, on entend souvent dire que bah, les règles n'étant pas les mêmes, ils peuvent se permettre aussi un peu plus de largesse sur le taux d'endettement, ce genre de choses, en effet, quand on passe en SCI. Très bien. Alors bon, maintenant qu'on a compris les avantages et dans quel cas faut éventuellement créer une SCI, finalement, comment on fait pour la créer, à qui on s'adresse, est-ce qu'on peut la créer même seul, ou est-ce que c'est risqué, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, peut-être avec ton exemple personnel aussi à l'appui, mais du coup, je pense que créer tout seul quand on connaît pas, c'est extrêmement complexe, d'accord? Comme je l'ai dit, c'est avant tout quelque chose de juridique. Donc, si t'as pas fait d'études de droit et que voilà, tu connais pas la fiscalité, etc., t'es sûr que tu vas avoir des problèmes au cours de la vie de la SCI. Tu vas pouvoir la créer tout seul, hein, c'est pas compliqué. Tu prends un truc de statut sur internet, tu remplis les noms, les prénoms des associés et hop, tu passes au greffe et c'est plié. C'est l'histoire de 300 €, c'est pas très compliqué en termes de formalité. Par contre, au cours de la vie de la SCI, tout ce que tu n'auras pas compris dans les statuts va
peut te coûter cher, quoi. C'est-à-dire que, on sait tous que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a des accidents, qu'on se fâche, enfin voilà, il y a des hauts, il y a des bas, l'investissement immobilier, ça tourne bien, mais ça peut aussi mal tourner, il peut y avoir des impayés, enfin, des dégradations. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, qui vont se passer au cours de la vie de la SCI. Et donc l'idée de se faire accompagner pour créer une SCI ou en tout cas de se former si on veut le faire tout seul, c'est de pouvoir border en fait ces points-là d'un point de vue juridique, et de faire en sorte que, bah, effectivement, l'association au sein de la SCI se passe bien, quoi. Donc ça, c'est voilà. Donc du coup, après, il y a deux options. Soit effectivement, on choisit d'aller voir des pros. Donc tous les professionnels du droit ont le droit de faire de la SCI, donc les notaires et les avocats. Malheureusement, bah, souvent ils sont pas spécialistes de tous les domaines juridiques, c'est-à-dire que bah, les notaires, par exemple, ils vont faire du droit de la famille, ils connaissent un peu les droits de succession, pas forcément très bien les SCI et surtout pas très bien la fiscalité IS/IR. D'accord, donc tout ça, donc ça va faire une SCI qui va être un peu bancale. Les avocats, bah, si tu vas voir, ils vont pas forcément être fiscalistes non plus. Enfin bon, c'est dur d'avoir le conseil complet. Après, peut-être que voilà, des experts comptables et des conseillers en gestion de patrimoine, ils ont le droit de faire ça aussi en annexe de leur activité principale. Donc par exemple, tu peux faire tes statuts par un expert comptable si tu lui confies la compta derrière, ou un conseiller en gestion de patrimoine, il peut te faire ça aussi si tu es client, tu as fait un audit ou que tu achètes des produits financiers chez lui. Donc dans tous les cas, c'est pas parce que c'est marqué je peux rédiger des statuts de SCI que la personne est bonne pour le faire. Donc il faut être, à mon avis, en mesure de juger de la compétence de son interlocuteur. Et ça se fait en discutant avec lui, en amenant ses projets, en jugeant de la qualité en fait des questions qu'il va te poser. Moi, c'est comme ça que j'avais choisi de bosser avec un expert comptable. C'est qu'il y en a un, il m'avait raconté des bêtises entre IR et IS, et ça, j'étais en mesure de juger. J'avais le niveau en fait fiscal pour juger qu'il me racontait n'importe quoi, et donc je pouvais pas travailler avec lui. Et l'autre, en fait, je suis arrivé, j'avais déjà mes statuts pré-rédigés, et il m'a posé des questions. Mais je me suis dit, mais pourquoi il me pose ces questions-là, quoi? C'est-à-dire que il a anticipé dans la vie de la société, et il savait en fait ce qu'il fallait regarder, ce qu'il fallait poser, et les problématiques qui pouvaient se poser dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et de les anticiper dès le départ. Parce que des fois, bah, on va se retrouver bloqué et on va pas pouvoir changer les statuts des associés parce que on va se retrouver avec des enfants mineurs dedans, et puis suite au décès par exemple d'un conjoint, et c'est foutu, quoi. Si ça n'a pas été prévu, ça a été mal fait, bah c'est la catastrophe, quoi. Donc on va juger ouais, vraiment les explications, la discussion, si on a des questions sur les statuts parce que bah, c'est compliqué, il y a des clauses on va pas trop comprendre, et le diable se cache dans ces clauses-là en fait, hein. On a l'impression que c'est du détail, mais si on comprend pas, on peut pas juger de l'ampleur des dégâts que ça peut causer. Donc il faut demander explication au conseil qui rédige les statuts pour toi, et s'il veut pas te donner les détails, bah il faut pas signer ces statuts-là. Il faut trouver quelqu'un qui soit plus apte que ça. Et donc ça on va dire la majorité des gens font ça. Mais depuis quelques années, il y a des gens sur internet qui font des formations sur les SCI, dont je fais partie. J'étais un des premiers à créer cette formation-là, et toi, Alexandre, tu as suivi cette formation qui s'appelle Réussir sa SCI, qui est proposée voilà, avec de temps en temps en package avec Renta SCI et quelques autres formations en bonus, notamment sur le financement, parce que bah, le HCSF oblige, ça fait partie du package, je pense, où c'est important d'avoir le financement et la SCI dedans. Et donc c'est une formation ouais, que j'ai créée avec mon expert comptable, que j'ai remise à jour quand je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine. Et mon but, effectivement, c'est soit que les gens l'utilisent pour aller challenger des conseils, d'accord, donc des avocats, des experts comptables, etc., et qu'ils aient la meilleure, le jus de cervelle, ils soient pressés de leurs conseils pour qu'ils aient la SCI qui leur corresponde vraiment, et qu'ils ne soient pas fait arnaquer à payer 1000 ou 2000 ou 3000 euros des statuts qui en fait sont des trucs pré-rédigés qu'ils auraient pu faire eux-mêmes sur internet. Je veux voilà, leur permettre de monter en compétences, et cette montée en compétences, bah, elle est suffisante, on va dire, pour utiliser un pack de statuts pré-rédigés qui a été rédigé par un cabinet d'avocats avec lequel je bosse sur Angers, où voilà, on a fait quelque chose de suffisamment customisable en termes de statut pour que les gens puissent avoir bah, tout le contenu de la formation, et on va dire 90% des usages de la SCI sont dedans. Les 10% restants ne sont pas dedans parce qu'ils ont été jugés trop dangereux.
Et c'est trop tatillon en termes de juridique. Et on s'est dit que les gens, ils pouvaient faire des grosses bêtises s'ils utilisaient ces 10% tout seuls, quoi. Donc c'est un petit peu de l'explosif, la dynamique de la SCI. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas l'utiliser, mais il faut pas l'utiliser tout seul et que ma formation ne suffit pas, on va dire, pour utiliser ces 10%-là, et que ces 10%-là, c'est vraiment quand on tombe sur des conseils, des conseillers qui sont vraiment spécialisés dans le domaine et qui vont faire des montages juridiques vraiment de la dentelle, on va dire, plus que ça. Et donc toi, Alexandre, oui, j'ai eu le plaisir de t'accompagner et sur la création de ta SCI. Attends, je sais pas si tu veux en dire un mot, même si c'est pas toi l'invité du podcast, mais... Non, mais en effet, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus, mais moi initialement j'avais suivi ta formation autant d'un point de vue, on va dire, intellectuel, parce que le sujet de la SCI m'intéressait, que dans l'idée qu'un jour ça allait me servir. Et ce qui a été le cas un peu plus tard, plus d'un an après avoir suivi ta formation. Et comme elle m'avait particulièrement plu, je l'avais trouvée particulièrement complète, je me suis senti suffisamment à l'aise, en effet, de créer moi-même les statuts sur la base de ce que tu proposais, qui est assez clair et assez didactique. On peut, je crois que tu l'as dit, suivre vraiment article par article des statuts, à quoi ça correspond, comment faut le rédiger, etc. Donc en suivant un petit peu ce tutoriel, on comprend à quoi chaque clause sert, et ça m'a semblé suffisamment évident, et sachant que j'étais pas non plus dans un cas extrêmement complexe de création, de pouvoir le faire à travers ce que tu proposais dans la formation, et qui plus est, les quelques questions que j'avais, t'as pu y répondre. Donc non, c'était parfait pour moi, ça correspondait parfaitement à mon besoin. Et je t'en remercie d'ailleurs encore. Avec plaisir. C'est vrai que je me suis attaché en termes de pédagogie à effectivement transmettre plutôt de se poser les bonnes questions, la bonne méthode pour construire les statuts. C'est-à-dire que, notamment, voilà, avant la rédaction des statuts, j'ai créé un document qui permet de mettre au propre les objectifs de la SCI et son fonctionnement pour ensuite leur transmettre dans les statuts. Ça, c'est des raisonnements intellectuels de professionnels, de rédaction, de rédacteurs professionnels. Mais je me suis amusé à faire du rétro-engineering pour effectivement voir comment est-ce qu'eux, ils construisaient leurs statuts, comment moi je construis mes statuts, et à partir de là, de faire quelque chose d'assez didactique pour que tout le monde puisse créer voilà, dans les CI les plus simples, voire un peu complexes, mais dans la limite, pour que tout le monde puisse y trouver son compte, quoi. D'accord. En tout cas, c'est réussi en ce qui me concerne. Ça a parfaitement fonctionné. En tout cas, merci beaucoup, Julien. Je pense que déjà, on a dressé un portrait assez large de la SCI. Si des gens souhaitent te contacter ou en savoir plus, ou même échanger simplement sur le sujet avec toi, quel est le meilleur moyen pour eux de le faire? Alors, soit via les commentaires sur le site internet, donc ça s'appelle parkinggarage.fr, j'ai une chaîne YouTube, et puis sinon, moi je suis à l'ancienne, hein, j'aime pas trop les réseaux sociaux, donc je suis plutôt par mail. Donc là, pour me joindre, c'est julien@parkinggarage.fr. D'accord. De toute façon, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. De temps en temps, tu fais des webconférences, des ateliers, je crois, sur les sujets de la SCI et d'autres que tu maîtrises. Est-ce que c'est le cas bientôt pour la SCI? Oui, alors j'ai pas encore fixé la date exacte, mais je pense qu'au mois de novembre ou plus tard décembre, là 2022, je ferai une conférence en direct. Donc voilà, ce sera grosso modo les échanges qu'on a eus ici, mais avec un PowerPoint et puis des petites choses qui bougent, beaucoup de dessins, beaucoup de pédagogie, et puis comme voilà, c'est un format un petit peu plus long, j'ai le temps de raconter plus d'histoires autour des SCI pour voilà, que toutes les personnes, alors qu'elles soient intéressées pour suivre ma formation ou pas derrière, mais en tout cas que ça crée voilà, une progression dans la compréhension de cet outil-là, et que les gens savent à la fin de la conférence si c'est pour eux ou pas pour eux, est-ce qu'ils ont un intérêt à utiliser la SCI ou pas. Et après, effectivement, s'il y a affinité entre voilà, et envie de créer une SCI, effectivement, je fais toujours une promotion à la fin de la conférence pour rejoindre les prochains étudiants en fait, de réussir sa SCI. Très bien. Écoute, merci encore. De toute façon, je mettrai toutes les informations dans la description. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Julien ou à assister à cette webconférence qui se tiendra prochainement. Et puis, si vous avez des questions sur la SCI ou d'autres sujets que vous souhaiteriez approfondir sur la SCI, n'hésitez pas à me l'indiquer. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre échange avec Julien prochainement.
Écoutez, merci à tous. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. À bientôt, Alexandre. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Immo.